Bonjour, c'est Alexis Michel, spécialiste médias sociaux et créateur de contenu, entre autres sur le compte Bonne Bouffe Montréal. Et bienvenue dans Mangeons Marketing. Mangeons Marketing, c'est quoi? C'est un balado qui a pour objectif de mettre en lumière les humains derrière les entreprises agroalimentaires au Québec pour en savoir plus sur eux, mais également aller creuser un petit peu dans leurs coulisses, leurs succès, leurs échecs. On va voir tout ça. Aujourd'hui, on a un merveilleux épisode. On va recevoir un des magazines les plus connus dans l'alimentaire au Québec. On va voir ça juste après. Mais avant de commencer, je tiens à remercier Origine qui produit et diffuse ce balado et La Grappe qui le commandite. La Grappe, pour faire très simple, qu'est-ce que c'est? C'est si vous avez besoin de gestion des médias sociaux, création d'une image de marque, création de site internet, c'est clairement ceux qui vont pouvoir vous aider. Nos invités s'appellent Audrey et Geneviève. Elles sont deux des 6 cofondateurs et cofondatrices du magazine Caribou et on a le plaisir de les accueillir aujourd'hui. On va parler un petit peu des coulisses du magazine, on va parler marketing, on va parler de l'origine du magazine. Merci à vous deux d'être avec moi et c'est un plaisir de vous recevoir. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Là, il neige. Pour les gens qui contextualisent, là, c'était un petit peu la cata de Sirande. Ça va bien puisque j'ai réussi à arriver. Donc exact, c'est ça. Non, mais je suis très content de vous recevoir, sachant Caribou, dans l'industrie culinaire québécoise, c'est quand même c'est un monstre, c'est un géant. On va se le dire. Un géant. Non, mais je suis là pour faire les compliments. Il faut les prendre. On les prend. Mais on a fêté nos 10 ans cet automne. Fait qu'on doit avoir réussi quelque chose à quelque part, j'imagine. Une décennie quand même. On va rentrer un petit peu dans les détails, mais un petit peu montrer d'un autre angle l'agroalimentaire, le côté vraiment alimentaire québécois, changer le regard un petit peu sur l'industrie. Donc, c'était pour nous évident de vous inviter, donc ça fait plaisir. Évidemment, la première question que je vais vous poser, c'est comment c'est parti déjà cette aventure? Contextualiser, c'est quoi Caribou avec vos mots et comment on se dit, je vais lancer un magazine papier sur l'alimentation au Québec? Qui veut partir? Je commence. Là, je vais juste montrer un peu le magazine pour ceux qui ne l'auront pas vu. J'ai oublié ma copie papier. Mais c'est sûr que ça part avec le papier Caribou. Ça part avec l'idée de journalistes un peu fous qui avaient envie de parler d'agroalimentaire autrement. Si on se rapporte, il y a plus de 10 ans, en fait, il n'y avait pas beaucoup de médias qui parlaient d'agroalimentaire. Nous, on était journalistes, puis on trouvait que souvent, c'était un peu réduit à une liste des 10 meilleures pizzas ou des trucs comme ça. Puis on trouvait qu'il y avait tellement de choses à dire. On avait vraiment envie d'aller rencontrer les gens qui nous nourrissent. On trouvait qu'il y avait aussi, il y a 10 ans, quelque chose qui se passait, là, tu sais, un début de fierté. Un début, il y en avait déjà, mais plus une affirmation de notre identité québécoise. Puis on avait le goût, en fait, d'être témoin de ça. Donc là, il y a l'idée un peu folle, puis après la réalisation de partir un magazine et une entreprise par le fait même. Mais l'idée de départ, là, c'est vraiment un rêve de dire on est des journalistes, c'est notre rêve d'avoir notre propre média. Oui, vraiment. Tu sais, entre la terre de chez nous puis le Nightlife, mettons, là, le magazine Nightlife, il n'y avait pas beaucoup de choses pour aller en profondeur, pour parler des gens qui nous nourrissent, puis pour parler justement de cette ébullition-là dont parle Geneviève. Donc, c'est vraiment ce désir-là qui nous animait, là. Et donc, vous êtes 6 cofondateurs, cofondatrices. Ouais. On n'est que 3 maintenant. OK, c'est ça que j'allais poser comme question. Mais on est bien 6. Et est-ce qu'à la base, vous étiez 6 journalistes ou c'était quoi les parcours, les horizons? Parce que pour même converger déjà seul, c'est un parcours dans sa tête. Mais comment on se dit, on se retrouve à 6 et on va créer un média? Comment ça part? On était 4 journalistes à la base. 4 journalistes quand même. Les 4 qui ont fait germer cette idée-là, on était 4 journalistes. Okay. Ensuite, c'est greffé à nous, notre ancien éditeur. Nous, on s'est connus au journal Métro à l'époque. C'était ma prochaine question. Okay. Geneviève et moi et un des autres cofondateurs, Vincent, on s'est connus, on a travaillé ensemble au journal Métro. Et Véronique a étudié le journalisme avec Geneviève à l'université. Okay. Donc, la prémisse de comment on se connaît, c'est ça. Puis, le 5e, ça a été c'était notre éditeur au journal Métro. Donc, on était allé pour poser des questions, avoir des conseils sur comment on trouve un distributeur, comment... Puis lui, il était en 2 emplois, puis il a eu envie d'embarquer avec nous. Il a trouvé ça tellement trippant qu'il a voulu embarquer, fait qu'il est embarqué.
Ensuite, Tania, la directrice artistique, on l'a trouvée via les réseaux sociaux une fois qu'on a lancé le projet. Puis c'est la personne qui nous manquait pour vraiment démarrer tout l'aspect visuel, tout le côté graphique. C'est vraiment elle qui a mis ça sur pied. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on s'est construit. Puis avec les années, en fait, tu sais, un moment donné, on part un rêve, mais ça devient une entreprise. Fait que des fois, il n'y a pas tout le monde qui a le goût aussi de garder, comment dire, le côté entrepreneurial, la chose. Fait que, ça a fait que la bulle s'est rétrécie à 3 personnes. Fait que là, maintenant, on est les 3 actionnaires et qui sommes encore là dans cette belle aventure. OK, donc si je résume, est-ce que ça a commencé, parce qu'officiellement en 2014... Oui, premier numéro, oui. Est-ce que quand vous êtes posé la question et que vous êtes regroupés, on est quoi? On est 1 an avant, quelques mois avant? 2013. En début 2013, on commence à en parler, à dire ça se peut-tu? Puis là, c'est là qu'on a commencé à travailler sur le projet. Oui, puis c'est sûr qu'au début, tu sais, ce qui nous faisait triper, c'est de prendre des magazines qui existaient déjà, faire des brainstorms. Il y avait le Lucky Peach aux États-Unis, qui n'existe plus maintenant. Il y avait le Cosette, c'est comme ça que ça s'appelait en France. Comment ça s'appelait donc? Fricotte, oui. Fricotte, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on avait aussi dans notre entourage des gens qui lisaient des magazines comme ça, mais qui venaient d'ailleurs. Fait qu'on est comme, mais pourquoi qu'on n'a pas ça au Québec? T'sais. Donc, c'est sûr que la genèse, ça a été d'aller s'inspirer, de trouver aussi des collaborateurs. Dans le dernier numéro, on célèbre nos 10 ans, on parle de Maude Chauvin, qui est une de nos photographes depuis le début. Fait que, ça, c'est le fun. Elle a vu nos réseaux sociaux, puis elle a fait « Hey, c'est un projet qui me fait triper. » Elle nous a écrit. Ça donnait que je la connaissais du cégep, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais elle était comme, hey, moi, je veux collaborer à ce projet-là. Donc c'est ça. Fait que quelques mois avant, on a fait une campagne de socio-financement aussi, tu sais, en parlant de marketing. C'était notre façon aussi de dire, ben faisons connaître notre marque, puis y a-t-il un intérêt? Puis, ben il faut payer le premier 10 000 $ d'impression que ça coûte d'imprimer un magazine. Fait qu'on a fait une campagne avec Kickstarter dans le temps. Ouais. Fait que là, on a vu qu'il y avait un intérêt. Puis premier magazine en octobre 2014. OK, super. C'est pour ça que je pose toujours la question Souvent, on a notre date de départ officielle, là, qu'on raconte notre storytelling, mais moi, je trouve que c'est important de vraiment expliquer aux gens, parce que nos 2 publics, ça va être autant quelqu'un qui veut partir sa petite compagnie ou sa grosse compagnie. Dans l'agroalimentaire, autant le grand public de comprendre que c'est pas si simple que ça aussi. Surtout, déjà, en plus, on va en parler, mais un média quand même particulièrement, un média en 2014, en 2013... C'est vrai que c'est quelque chose, et souvent on se dit, comment il peut avoir l'idée de, on se décide, on part un média, et le lendemain on a un média, c'est que non, effectivement il y a eu du brainstorm. C'est ça, et encore, vous avez pu déjà avoir, vous, votre expérience de journaliste, il y avait des expériences d'éditeur, mais dans les faits, donc l'étape, c'est, il y a une idée qui commence à germer. Est-ce qu'il y a eu, au-delà de vous ne retrouviez pas ce que vous vouliez dans le paysage actuel, est-ce qu'il y a eu un déclic particulier, ou c'est vraiment une accumulation de... on voit qu'il y a ça ailleurs, mais il n'y a pas ici. Et à un moment, il y a eu... là, on est tanné. Là, maintenant, il faut que ce soit nous qui créons ça. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ou... il y a eu... Tu sais, là, il y a un petit moment dans l'histoire qu'on n'a pas raconté, mais c'est que, dans le fond, Audrey et Vincent avaient eu la même idée que moi puis Véro de partir un magazine. Puis après, on s'en est comme parlé. Donc, je peux dire qu'il y a eu 2 déclics. Tu sais, un avec moi puis Véro. Je pense qu'on prenait un verre à un moment donné, puis on était comme, ça serait tellement cool. Puis on s'est mis genre à écrire des affaires. Toi, je sais pas c'est quand exactement que tu en as parlé avec Vincent. Je sais pas si tu t'en souviens, mais... avant, ouais, c'est ça. Ça faisait un petit bout qu'on en avait discuté. Ouais, fait que, tu sais, c'est comme... En fait, ce que je trouve cool, c'est de dire, hey, les 4, on a comme eu la même idée, mais pas en même temps, nécessairement. Puis là, quand on s'en est parlé, ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose qui germait à quelque part, puis il y avait un micro-mouvement aussi de, tu sais, avec, par exemple, le magazine Nouveau Projet qui a démarré peut-être 3 ou 4 ans avant nous, peut-être même 5. Tu sais, il y avait comme un petit renouveau dans le magazine indépendant, là, tu sais, ça se pouvait. On avait comme vu qu'il y avait quelque chose qui se pouvait. Donc, ça nous a comme donné l'impulsion, tu sais, de dire, hey, on n'est peut-être pas une grosse maison d'édition, mais s'il y en a qui le font, ça doit être possible. Tu sais. Ouais. Il y avait Urbania aussi, qui est une inspiration pour nous, qui fait plus de magazines papier maintenant, mais qui avait vraiment aussi réussi à fédérer tout un public autour de sa marque. Fait que c'est sûr que ça, c'était une inspiration pour nous aussi. Dans le temps, Véronique sortait avec quelqu'un en restauration, moi aussi. Fait que on voyait aussi qu'eux autres, il y avait plein de livres, il y avait plein de magazines, ils étaient inspirés par ça. Ouais. Fait que là, on était comme, OK, mais c'est beau ces ouvrages-là. C'est beau la
la bouffe aussi, là, on parle de mots, mais c'est de montrer aussi, les gens, mais de montrer les agriculteurs, montrer un peu la beauté de la nature qui émerge de ça. Oui, il y a eu un vrai momentum, là, au final. De ce que je réalise, c'est qu'il y a eu un alignement des planètes et vous avez dit, non, mais Caribou doit naître. Au final, le magazine Caribou doit naître. On se disait, à une époque, quand on était sur le bord de le lancer, on se disait, on avait peur quasiment que quelqu'un d'autre lance un magazine. Okay, On dirait que c'était comme tellement, là... Il fallait tellement que ça se passe qu'on avait peur que quelqu'un nous ça brûlait les doigts, là. Puis il y a eu un autre magazine qui est né juste quelques mois après nous. Brunswick. Ah oui, c'est ça. Le magazine Bouffe. Oui, qui n'a pas duré, là, mais à un moment donné, on était comme, oh mon Dieu. Puis après, il y a eu d'autres magazines aussi, mais on a toujours gardé notre niche. Puis c'est ça, on est encore là un peu envers et contre tous, mais tu sais, oui, il y a l'idée, mais il faut dire qu'on est parti avec rien, puis comme plein d'entreprises. Là, oui, on a fait un Kickstarter pour avoir 10 000 $, mais ça a pris bien longtemps avant qu'on puisse se verser un petit salaire. Puis je veux dire, ça a été beaucoup... et ça reste un projet de passion, là, tu sais. Le premier magazine, on l'avait compté à un moment donné, puis c'était genre 85% fait par nous là, tu sais. Il y avait très peu d'autres collaborateurs. Il y avait Bernard Lavallée qui était là au On en a début. parlé, il en a parlé. Il a dit, quand j'ai commencé tout ça, justement, j'avais aussi commencé à écrire. Oui, on en a parlé, la même directement. année, il a fêté ses 10 ans, lui aussi. Incroyable. Mais tu sais, mais dès le départ, par exemple, nous, on se payait pas, mais ça a été très important pour nous de payer tous nos collaborateurs, autant les photographes, les illustrateurs que les journalistes ou les collaborateurs à l'écrit, parce que, tu sais, Geneviève et Véronique étaient travailleurs autonomes aussi, puis on était sensibilisés. Tu peux pas payer ton loyer en visibilité ou en disant « Ah oui, c'est un beau projet », mais tu peux pas dire ça à ton propriétaire. Là. Fait que pour nous, c'était important de payer les gens, même si c'était pas des cachets aussi intéressants que d'autres peut-être, mais c'était important. Et vous aviez toujours votre job sur le site, c'est parti en side business, au final en side projet même. Ouais. Plus que business au début, il y avait une passion là avant tout. Moi, j'avais un bébé, j'avais un job à temps plein. Incroyable. J'ai parti ça, j'étais en congé maternité. Fait que, il fallait que je veuille parce que j'avais pas le temps et j'avais pas l'énergie du tout. Oui, non, c'est vrai. Mais oui. Puis nous, on était pigistes, Véronique et moi, journalistes pigistes. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on pouvait quand même ajuster notre horaire, se dire... ben, tu sais, dans le fond, on avait nos contrats, puis on avait du temps pour Caribou, là. Fait que ça aide aussi, tu sais. C'est sûr que, ben, Audrey, justement, elle, c'était pas évident pour eux, mais tu sais, des gens qui partent leur entreprise puis qui travaillent 5 jours sur 5, c'est beaucoup, là, de temps puis d'énergie au début, là. Au début, il faut beaucoup d'énergie, là, tu sais. C'est ça. Il faut encore, là, bien mais sûr, je veux dire, oui. C'est exponentiel, ouais. Exactement. Là. OK, hyper intéressant puis d'avoir... Tout est nouveau, tu sais, au début, là. Ta courbe d'apprentissage est vraiment... important. Ouais. Donc, surtout que tu es journaliste, donc oui, souvent, des fois, on a le biais quand on est dans un média, on se dit, moi, demain, je peux partir à un média. Tout le monde a ce biais-là, mais après, quand tu te dis, il faut pas juste écrire mon billet et l'envoyer, il y a tout un tas d'affaires au milieu de tout ça, voire même plus gros, ce qui représente 95% que écrire des affaires, au final. C'est pour ça que d'avoir Daniel au départ, c'était bien. Ouais. Mais après, tu sais, je peux dire que maintenant, on vole de nos propres ailes depuis longtemps. Puis, tu sais, au début, peut-être qu'on se faisait pas si confiance. Puis maintenant, aujourd'hui, tu sais, comme éditer un texte, je veux dire, on fait ça tous les jours. Audrey, même, tu peux en parler, tu es allée te former comme en admin pour vraiment comme devenir... tu sais, vraiment comprendre tous les aléas de l'entrepreneuriat, puis d'avoir une entreprise aussi. Bien là, sûr. Comprendre, être capable de lire un état financier, là, tu sais, comme journaliste, c'est pas, tu sais, c'est loin du journalisme, là. Fait que j'ai eu besoin, moi, d'aller me chercher des outils pour, tu sais, c'est moi qui m'occupe de l'administration puis de la comptabilité, fait que j'ai eu besoin d'aller me chercher des outils pour comprendre un peu ce que je devais faire puis comment je devais le faire. Donc, c'est un volet auquel on n'avait pas du tout pensé au départ. Là. Puis, c'est la distribution, c'est ça. Daniel nous a beaucoup aidé. L'impression, comment gérer ça. Tu sais, ça continue d'être toujours des défis, mais tu sais, quand même, au début, comme tu dis, quand on travaillait au Journal Métro, on s'occupait pas de la distribution, on s'occupait pas de l'impression, on s'occupait pas des ventes publicitaires. Tu sais, ça, c'est une partie aussi de nos revenus là, qu'il faut organiser, qu'il faut gérer. Donc, on a beaucoup appris. Puis après ça prend une boutique en ligne, ça prend un site web, ça prend des réseaux sociaux, ça prend... Après, la liste, là, elle finit plus. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Exactement. Ouais. OK, mais non, mais hyper intéressant d'avoir vraiment
avant le début, parce que souvent c'est vrai que quand on rencontre des gens ou qu'on explique notre histoire, évidemment que sur un site web, une page à propos, on va pas dire, on va vous expliquer toutes les galères avant le vrai début, mais c'est intéressant aussi pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent peut-être que les gens qui se disent ok, le magazine Caribou, pour moi c'était évident, ils se sont dit on va faire un magazine et hop, mais non, il n'y a pas de magie dans l'histoire. Et donc, on arrive à 2014 avec une certaine volonté. Et de manière générale, vous, c'est quoi votre vision? Qu'est-ce que Caribou amène de différent par rapport aux médias alimentaires traditionnels? Que ce soit d'ailleurs en 2014 et même aujourd'hui, comment il se positionne Caribou dans tout ça? Ben, tu sais, on sort 2 numéros par année, déjà, papier. On doit dire aussi qu'on a un site web, là, il y a du nouveau contenu toutes les semaines sur le site web. Mais si on parle vraiment du magazine, le fait d'avoir 2 numéros par année, ben, on prend le temps de faire les choses. On n'est pas dans la nouvelle là, quotidienne. On a, tu sais, chaque numéro aussi a une thématique qu'on décline de plein de façons. Donc, ça, je pense que ça nous différencie. La facture visuelle aussi, le graphisme, les sujets qu'on couvre. Tu sais, je pense que c'est ça qui nous distingue. Là. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que j'ai oubliées. Bien, je pense qu'on prend plus le temps d'aller, comme Geneviève a dit, un peu plus en profondeur puis d'aller plus à la rencontre des gens. Mais c'est quelque chose qui était... il y a 10 ans, un petit peu plus rare, mais qui est un petit peu plus présent aujourd'hui, je pense, dans les médias, même dans les médias plus traditionnels. C'est plus quelque chose qu'on voit. Mais tu sais, c'est à nous, après, de toujours continuer à innover, à trouver d'autres façons. À trouver notre niche. Oui, c'est ça, l'entrepreneuriat aussi, c'est toujours de se renouveler. Encore plus dans cette industrie, on va en parler, qui est hyper changeante aussi, même les médias de manière générale. Il y a 30 ans, la télévision, c'était la télévision. Aujourd'hui, c'est encore différent. Bon, je suis toujours biaisé, on dirait que je tape toujours sur la télé, parce que moi, mon métier, c'est spécialiste médias sociaux, mais c'est vrai que ça bouge, en tout cas, les habitudes de consommation évoluent. Et est-ce que justement, en 10 ans, en parlant d'évolution, vous avez vu l'intérêt des Québécois pour l'alimentation, l'art culinaire évoluer? Est-ce que vous l'avez ressenti quand même en 10 ans? Ben moi, je dirais que ce qu'on ressent autour de Caribou, c'est une communauté, puis on l'a vraiment vu à nos 10 ans. On a fait un événement, puis on faisait souvent des lancements aussi, puis je te dirais que c'était là qu'on sentait la communauté qui se regroupait autour de ces valeurs-là. Tu sais, je pense que c'est une question de valeur aussi, Caribou, de privilégier l'achat local, pas juste quand c'est la mode de la pandémie, pas juste parce que Trump veut mettre... des tarifs, c'est ça, tu sais. Au moment où on tourne, parce que ça sera dans plusieurs semaines, mais on est plein dans l'actualité, là, effectivement. Fait que, tu sais, pour moi, je me perds dans ma réponse, là, mais, tu sais, pour moi, c'est la communauté autour de Caribou, tu sais, qui a été une base, mais qui évolue aussi. Bien sûr. Donc, ces gens-là, oui, ont de l'intérêt, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont rajoutés. Tu sais, il y a plein de nouveaux produits qui sont sortis. Les gens veulent savoir comment les utiliser. Mais ça reste, tu sais, pour être super honnête, c'est encore un défi, tu sais, de faire connaître des nouveaux produits, un peu plus de niches qui sont pas genre dans le day-to-day des gens, tu sais. Et il y a toujours la question du prix aussi, tu sais. Nous, on a été les premiers à faire un hors-série sur les vins québécois, alors que, tu sais, c'était il y a 7 ans. En 2018, alors que c'était pas encore gagné, là, tu sais, que ça allait être populaire, mais on est encore une fois, là, un beau momentum où est-ce que les astres étaient alignés pour que ça fonctionne, tu sais, que ce magazine-là sorte au moment où il y avait une montée avec les Pinard et Filles, les domaines du Nival, où est-ce que les gens voulaient vraiment goûter à ce qu'on faisait. Puis là, on est sorti à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est comme... Mais l'intérêt est là, mais ça reste toujours que, tu sais, encore là, pour le vin québécois aussi, tu sais, il y a eu un super gros hype pendant la pandémie. Puis là, on voit que quand même, les gens regardent un petit peu plus, gardent un peu plus leurs sous et tout ça. Donc, l'intérêt est là, mais c'est pas gagné encore l'achat local, alors qu'on pense que depuis la pandémie, tout le monde mange local. Ça reste que c'est le prix qui pour plusieurs, et leur critère, en fait, de sélection à l'épicerie. Même la méconnaissance, des fois, j'ai l'impression de où est-ce que les produits poussent, qu'est-ce qu'il y a au Québec. J'ai l'impression, c'est aussi le rôle de... C'est ça. Heureusement qu'il y a des magazines comme Caribou il y a un côté éducationnel aussi. Ouais. Moi, j'ai pas la vision. Moi, ça fait que 5 ans que je vis au Québec, mais j'ai pas la vision de
quel est le terroir québécois en 2014? C'est aussi pour ça que je pose la question. Là, moi, je suis arrivé en 2020 où je vois qu'effectivement, je ressens, moi, à mon accent, ceux qui m'écoutent, vous le savez, je suis français, mais je suis arrivé, j'ai pas vu un terrain vide non plus. Je sens qu'il y a quand même un terroir québécois, il y a quand même... Bien sûr. C'est vraiment un vrai point que je trouve que la France partage avec le Québec. C'est pour ça que limite, ça me fait mal quand j'entends des Québécois qui disent « Ah ben, nous, on n'est pas des gastronomes ou autres. » Mais bien sûr que si, pour avoir fait toutes les autres provinces du Canada... Au Québec, chaque fois, je suis content en tant que gourmand de retourner au Québec. Il y a quand même cet art de vivre. C'est pas anodin. Donc moi, c'est vrai que je l'ai pris quand c'était déjà dedans. Là, depuis 2020, je suis arrivé en plein où c'était poussé. Mais en 2014, j'imagine que c'était peut-être même pas un sujet, non, de consommer local ou à peine. À peine, non. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est la gastronomie aussi. Ce que nous on veut promouvoir, c'est que l'alimentation, ce n'est pas que la gastronomie. Bien sûr, c'est un bon point. Nous, c'est l'agriculture. On parle de, tu sais, on peut parler. Tu sais, un navet, c'est aussi important qu'un plat d'un grand restaurant. Là, pour nous, là, c'est un exemple banal, mais au début, on se disait, on était tellement fiers, on était le premier magazine bouffe sans recette. C'était une fierté pour nous. On ne proposait pas de recettes dans notre magazine. C'est notre tagline, là, tu sais. Oui, premier magazine bouffe sans recette. Puis, à un moment donné, on s'est tellement fait demander des recettes qu'on s'est dit, oui, mais qu'est-ce qu'on va apporter de plus, tu sais, si on fait des recettes? Puis il y en a tellement. Il y en a tellement. Tout le monde fait des recettes. Mais la ligne que nous, on a trouvée, c'est de proposer des recettes 100% québécoises, 100% locales. Donc, avec uniquement des ingrédients locaux qu'on fait en collaboration avec Julie Aubé, grande locavore. Donc, c'est l'angle qu'on a trouvé pour pouvoir mettre notre grain de sel des îles de la Madeleine. Bon point. Voilà. Donc, dans cette marée-là. Mais, tu sais, donner des outils aux gens, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Puis c'est quelque chose qui est important, je pense, pour... Oui, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé aussi, là, tu sais, on peut bien parler de valeurs puis tout ça, mais des fois, les gens, ils peuvent soit penser que c'est un peu élitiste ou dire « Hey, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ce produit-là? » Fait qu'on s'est dit « OK, tu sais, faut montrer aux gens comment cuisiner de saison aussi. » Tu sais, il y a le local, mais il y a saison locale aussi, là, tu sais, de se dire hey, on n'achète pas des fraises de la Californie l'hiver, là, tu sais. Mais... Tu sais, je veux juste retourner sur ce que tu as dit. Par contre, je pense que ce qu'on partage beaucoup avec la France, puis que oui, avant 2014, je veux dire, les gens mangeaient, les gens avaient des jardins. C'est qu'il y avait peut-être pas tant la fierté de ça, mais le côté qu'on partage, je pense que c'est le côté très latin. Tu sais, on parle français, tout ça. Donc, je pense que ça, on partage ça. Donc, le côté de se rassembler autour de la table, tout ça, je pense que les Québécois ont ça depuis très longtemps. Tu sais. On a eu des grosses familles aussi, là, au Québec. Là. Le côté bon vivant. Les cabanes à sucre, c'est la définition même d'être un bon vivant et de célébrer autour d'une bonne table et de se régaler aussi. Donc. Mais tu sais, c'est ça, là, je ne ferai pas une histoire de toute la gastronomie du Québec, mais tu sais, il y avait ça. Mais tu sais, des fois, je pense que tu sais, la cuisine plus de maison quotidienne était moins aussi comme célébrée ou tu sais, c'était plus... comment dire, on voyait pas ça comme de la gastronomie, mais tu sais, mettons, Martin Picard, quand il a fait sa poutine au foie gras, ça a été un gros moment de dire, hey, OK, ben, hey, notre poutine, là, on peut en être fiers, on met du foie gras, puis il y a du monde qui vont venir de partout dans le monde pour manger ça, tu sais. Donc, je pense que, tu sais, c'était de oui, parler de gastronomie, mais pas que, mais de dire, hey, on a tout au Québec aussi pour être fiers. On a une culture qui nous est propre, puis il faut la célébrer et en être fier. Même si c'est pas aussi fancy que de la truffe ou du caviar, ben ça fait partie de qui on est. Puis, tu sais, là, encore là, je dis que je ferai pas, je parlerai pas d'histoire, mais je rajoute quelque chose. Tu sais, c'est vraiment aussi les chefs français qui nous ont montré au Québec, qui sont venus pendant l'expo. Puis il y en a beaucoup qui sont restés, l'expo universelle de 1967, puis qui sont restés, puis qui ont dit, hey, vous avez des produits de la forêt incroyables, vous avez des ressources, des fruits de mer. Tu sais, fait que il y a eu beaucoup cette... que les autres nous ont dit, hey, c'est hot ce que vous avez, tu sais, puis là, c'est le temps d'en profiter. Exactement, puis de le faire rayonner, tu sais. Fait que bon, j'arrête le petit cours historique. Non, mais c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant d'avoir eu ce contre-pied de proposer des recettes que 100% québécoises, parce que c'est vrai que peut-être qu'il y avait aussi une influence plus vraiment américaine dans les recettes. On le voit aujourd'hui que c'est aussi, même ne serait-ce qu'avec TikTok, avec les trends, et souvent, même là, au niveau des recettes, c'est bien aussi qu'il y en a qui proposent qu'est-ce qu'il y a concrètement au Québec, comme là, Bernard Lavallée, là, qu'on a reçu il y a quelques jours, au moment où on tourne, il avait sorti une vidéo sur le pao pao, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, un fruit tropical qui pourrait avoir
poussé au Québec, ben ça, c'est une richesse aussi qu'on a oubliée, comme on a reçu signé Caméline. La Caméline, c'est, comme elle disait, ben, c'est vrai qu'au Québec, il y en a beaucoup qui consomment l'huile d'olive, mais on a des ressources aussi sur place. Et la Caméline en fait partie, c'est adapté à notre climat et c'est là depuis des milliers d'années et on n'en profite pas. Donc, on sent qu'il y a quand même une mouvance de plus en plus de faire rayonner. Et de toute façon, ben, je prends l'exemple de Montréal, mais c'est le cas de plein de places au Québec. L'offre de restauration, c'est énorme. On peut se régaler avec tous les pays du monde à Montréal et bien manger. Et c'est assez fou, donc hyper intéressant. Et est-ce que, ça me vient en tête, est-ce que quand vous avez parti ça, ou même encore aujourd'hui, il y a encore des grands mythes alimentaires contre lesquels vous vous battez là, par rapport à culinaire, le Québec? prix, là, Le encore prix, ouais. là, parce que oui, il y a des choses, des produits qui sont plus chers, mais tu t'en vas au mois de septembre, au marché Jean Talon, t'en as pour ton argent, là, si tu es capable de transformer, congeler. Moi, j'ai encore beaucoup de bleuets. J'ai acheté 2 grosses, je sais même pas comment on appelle ça, le format, tu sais, le gros format. Là, les quesos, là. Les quesos, non, mais les gros, ben, c'est parce qu'elle vient... je vais les oui, c'est ça, elle a une plaque, là, mais tu sais, j'ai acheté pour 120 piastres de bleuets, là, mais j'en ai eu pour l'année, du gingembre. Fait que, tu sais, fait que c'est pas moins, tu sais, c'est pas plus cher. Fait que ça, on se bat contre ça, mais c'est vrai qu'il y a des produits qui sont un petit peu plus chers, puis après ça, il faut voir la valeur derrière. Moi, je dirais que c'est ça la chose qu'il faut comme se battre, mais... Bien, ça, puis un des mythes, c'est beaucoup de gens disent on n'a pas de culture culinaire au Québec. On n'a pas de gastronomie, on n'a pas de plats qui nous sommes, tu sais, des plats caractéristiques ou des choses comme ça. Puis c'est faux, tu sais. On entend ça souvent quand même au fil des ans qu'on n'a pas de culture culinaire ici. On a soit la culture française ou soit la culture anglaise. Mais non, tu sais, notre culture, elle est riche et elle est là. Et le fruit de toutes ces influences-là. Complètement, oui, 100%. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui va ne serait-ce aux États-Unis ou en Angleterre, et il voit qu'il y a une vraie différence quand il est au Québec. Effectivement, je sens, moi, qui est quand même pas mal voyagé, je sens que c'est vraiment un mix, mais qui crée une unicité où, au Québec, c'est vraiment un art de vivre qui est vraiment propre à la province. Enfin, ça se ressent. Et effectivement, même pour le prix, et même des fois, moi, c'est ce que j'explique, ou même parce que moi, je peux comparer avec la France aussi, c'est qu'il y a aussi des fois des raisons pour lesquelles c'est plus cher. C'est que, mine de rien, le Québec, c'est tout récent. Moi qui regarde ça, qui vient d'un très vieux pays, c'est encore que le début. Donc, l'industrie agroalimentaire, elle est cassée de développement et on s'entend que en France, l'alimentation coûte bien moins cher. Mais pourquoi ? Mais parce que le pays est plus grand, il y a aussi une industrie... C'est beaucoup plus subventionné aussi, si on rentre dans les détails. Et que les agriculteurs sont beaucoup plus respectés économiquement au Québec. C'est qu'il y a beaucoup de souffrance aussi en France. Et on le voit, on ouvre les médias, on voit que ça va dans les rues. Et c'est pas pour rien. C'est vraiment pour avoir aussi visité des fermes ici, avoir visité des fermes en France. Ici, ça me fait plaisir quand je vois des gens qui sont capables de vivre, ce qui n'est pas le cas loin de là. En France, par exemple, c'est des gens qui ont la corde au cou et qui ont loin d'avoir le salaire minimum. Dirais, ça dépend. Oui, c'est clair, bien sûr. Ouais, mais c'est pas évident. Puis, tu sais, je fais un point là-dessus aussi de valoriser ça. Tu sais, dans le fond, ça part de là. Donc, valoriser, des fois, ça va être de mettre 2-3 $ de plus aussi, tu sais, de s'abonner à un panier. Tu sais, puis c'est ça aussi la mission de Caribou, de dire, hey, toi, là, si tu avais à faire pousser tout ce que tu mets dans ton épicerie, là, bonne chance, là, mais il y a du monde qui le font pour toi. Tu sais, il y a les travailleurs étrangers, là, aussi. Tu sais, s'il n'y avait pas de travailleurs étrangers, là, il n'y en aurait pas des fraises puis peut-être des bleuets dans les casseaux. Donc, à un moment donné, il faut un peu prendre responsabilité de ce qu'on mange puis dire, OK... Tu sais, je veux dire, ça pousse pas. Tout le monde qui a eu un jardin, là, puis qui s'est fait manger ses affaires par des écureuils, là, je sais que les Français aiment beaucoup les écureuils, mais ils sont encore, des fois encore sous le charme de l'écureuil, mais tu sais, comme, tu peux pas, genre, vivre, tu peux pas t'approvisionner avec ton petit jardin à Montréal, sur ton balcon, là, tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut investir là-dedans. Là. Ben, puis aussi, si tu commences à réfléchir à comment sont faits aussi les aliments d'ailleurs, dans certains cas, tu sais, c'est environnementalement, humainement et socialement, il y a des problématiques dans les pays, certains pays, que nous, on se ferme les yeux puis on se dit, ben moi, je veux payer 2 $ pour ça, puis pas plus, donc je vais pas m'occuper de ce qui se passe dans ces pays-là pour que les gens puissent produire mes aliments à moindre coût. Fait que, tu sais, il y a un problème là aussi, donc on a une responsabilité
humaine, je pense aussi. Ouais. C'est ce qu'on essaie de montrer dans Caribou, dans certains reportages aussi, l'envers du décor de l'approvisionnement puis de l'alimentation, de les coulisses, de dire, ben c'est de même, ça se passe, là, tu sais. C'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler, parce que c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez souvent. Enfin, moi, je vois pas autant souvent que j'aimerais le voir. Des fois, effectivement, mais peut-être que si on met $1 dans l'économie locale, ça va nous revenir à un moment donné. Donc, il faut aussi se responsabiliser. C'est plus facile à dire qu'à faire. On sait que c'est pas facile pour tout le monde. Non, tout à fait. C'est forcément, mais de le matraquer petit à petit, c'est ça aussi qui va donner envie peut-être aux gens qui nous écoutent de partir leur entreprise agroalimentaire, d'y croire. Au Québec, il y a tellement de choses à faire dans cette industrie. Malgré tout, c'est très récent, même si on se nourrit depuis des centaines d'années, mais le Québec est encore à ses débuts en termes de qu'est-ce qu'il est possible de développer dans la province en termes alimentaires. Donc, je trouve ça intéressant de vous avoir, vous qui est aussi en profondeur, qui allez sur le terrain, qui allez vers des sujets de fond, de ramener ces points-là aussi de consommer local. Il y a des mythes, mais aussi il y a des mythes qui ont une raison aussi de pourquoi c'est plus cher, pourquoi ci, pourquoi ça. Et là, je change du tout au tout, parce que c'est une question aussi que je me suis rapidement posée, c'est que dans un monde où tout est numérique, est-ce que c'est un vrai parti pris d'avoir gardé un magazine papier? Évidemment que ça doit venir avec des enjeux, mais il doit aussi avoir une vraie volonté personnelle aussi. J'imagine il y a un combat, encore une fois de plus, derrière tout ça. Oui. C'est très difficile. Juste de placer nos magazines dans des kiosques ou dans certains endroits, depuis nos débuts, c'était déjà pas facile il y a 10 ans. Et là, tu sais, au fil du temps, on en parlait justement avec d'autres éditeurs ce matin. Puis, au fil du temps, les endroits où on pouvait avoir des magazines se sont tous envolés. Donc, avant, on pouvait être proche des caisses à l'épicerie, dans les librairies. Il y avait plus de kiosques à journaux et les gens y allaient. Même chez Costco, tu sais, je parlais avec des gens qui sont, par exemple, chez Costco, puis là, selon, tu sais, peut-être qu'il y en aura plus dans les prochaines semaines. Donc, tu sais, même juste d'être vu par les gens pour qu'ils nous prennent de façon spontanée comme on prend un magazine, c'est rendu difficile. Donc, c'est déjà là une bataille de juste comme être distribué. Ouais, OK. Donc, c'est vraiment difficile. Fait que ça passe beaucoup par la vente directe puis par nous. Puis là, encore une fois, c'est pas les réseaux sociaux qui nous aident non plus avec les algorithmes. OK, c'est intéressant, on va en parler. Il y a quand même beaucoup de difficultés à juste vendre nos... Tu sais, aller vers les... pouvoir... Bon, je bafouille, distribuer, on va dire. Que les gens aient le magazine entre les mains, c'est... Qu'ils soient confrontés aux produits. On a beaucoup de barrières. Ouais, et d'ailleurs, pourquoi, petite parenthèse, est-ce qu'il y a des raisons à pourquoi ils veulent plus... Enfin, pourquoi il y a moins en moins de kiosques? Est-ce que c'est politique? Je pense que c'est pas payant. C'est de l'espace qui peut être utilisé pour des choses plus payantes. Donc, ils prennent des choses... T'sais, c'est un fait que les gens lisent de moins en moins de magazines. Ça l'était déjà il y a 10 ans quand on a démarré. Des gens qui disaient « Vraiment, vous voulez lancer un magazine papier en 2014? En 2024, ça semble encore plus surréaliste. » Ouais, puis tu sais, bon, tu travailles dans les réseaux sociaux aussi. C'est sûr que maintenant, avant... à place de scroller, tu feuilletais un magazine. Bien sûr. Donc ça, c'est sûr que ça joue pas en notre faveur. Puis c'est beaucoup plus facile de scroller puis de prendre un contenu plus court que de se plonger dans un contenu plus long. Mais pour répondre à ta question, c'est sûr que c'est un parti pris puis c'est... T'sais, si on regarde juste les chiffres, là, fret net, là, tout le monde nous dirait, ben là, continuez pas le magazine, tu sais. Donc, mais on décide de le faire parce qu'on y croit, parce qu'il y a quand même des gens qui nous lisent, là, tu sais. Et on croit au côté tangible de ça. Puis, tu sais, cette année, justement, on veut faire une grande campagne, justement, de marketing et de parler de déconnexion aussi, de dire, ben, tu sais, tout le monde vit les effets un peu parfois négatifs d'être trop sur son téléphone. Ben, hey, c'est le fun de prendre le temps de décrocher puis de lire un magazine, de pas avoir des notifications, puis de vraiment se plonger dans quelque chose. Fait que, tu sais, c'est pas juste nous, Caribou, là, qui va faire que tout le monde va lire des magazines, mais, tu sais, on a le goût, nous, d'un peu de je fais le taper sur le clou. Clou. Merci, vous avez compris mon mime. De taper sur le vidéo, clou. Oui, c'est ça, de taper sur le clou de ça, parce qu'on y croit encore. Puis même nous, personnellement,
on en lit moins de magazines, tu sais. Fait que même nous, il faut comme, je vais pas dire se forcer, mais il faut se dire, hey, oui, c'est vrai. Conscientiser de l'usage. Puis, tu sais, je pense que l'abonnement aux magazines, tu sais, on a tous, quand on était jeunes, été abonnés des magazines. Puis on aimait ça, recevoir un magazine par la poste, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est encore possible d'avoir ce petit effet-là, cette le petite fun. Dopamine, là, oui, une autre dopamine qui n'est pas causée par les réseaux sociaux, qui est causée par, hey, j'ai un colis, hey, mon magazine, je vais le lire, tu sais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié que c'était vraiment le fun de lire des magazines. Il y a du monde qui ont juste arrêté puis qui ont oublié que c'était le fun. Moi, ma fille aussi est abonnée. Ma fille, à 12 ans, est abonnée à un magazine. Elle le reçoit tous les mois. Puis depuis qu'elle est toute petite, là, on a changé de mail. Elle n'est pas abonnée au même. Mais c'est pour elle, à chaque fois qu'elle le reçoit, elle est vraiment heureuse. Puis on a comme oublié ça, comme Geneviève dit. L'automne dernier, Geneviève a écrit justement une carte blanche sur... tu peux en parler un peu? C'était intéressant comment tomber en amour avec les magazines. Parce que je disais, hey, j'ai un magazine, puis je suis abonnée à aucun magazine. Tu sais, c'est quoi mon problème, là? fait que de me questionner, Audrey m'avait prêté l'actualité. Puis là, je me suis mis attends, je suis comme, c'est donc bien le fun. Puis, hey, ces réflexions-là, c'est donc bien le fun. Puis j'étais comme, voyons, pourquoi je lis plus de magazine? Mais je pense que quand tu es abonné, tu le reçois, puis tu comme pas le choix. Alors qu'aller traîner dans une place à jour, tu sais, un kiosque à journaux, ça, je pense qu'on le fait moins aussi, mais encore là, c'est le fun. Des fois, ça m'arrive, puis je suis comme, c'est donc mais le fun, puis là, t'achètes un livre, puis là, t'achètes... Tu sais, fait qu'on veut essayer de reparler de ça aux gens, de redonner le goût, en fait, aux gens, aux magazines. Alors, à suivre, voir comment qu'on va y arriver, mais, tu sais, je pense que quand même, pour finir, le métier, le magazine, ça reste quand même quelque chose de tangible. C'est sensuel, le papier, c'est tes sens. Justement, j'avais une présentation ce matin, la personne le sentit. Oui, bien sûr. Oui. Fait que, tu sais, il y a comme... Puis la bouffe, c'est ça aussi. La bouffe, j'allais le dire, j'allais voir si tu le dis. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, pour nous... On le ferait pas 100% numérique, là. Tant qu'à ça, je pense qu'on le ferait juste pas. Sinon. On continuerait à mettre du contenu sur le site web, mais c'est ça. À chaque année, par contre, on se repose la question, pour être super honnête, on se fait un lac à l'épaule, puis hey, on continue-tu le magazine? OK, mais comment on fait pour se renouveler? Comment on fait pour reparler du magazine? Puis de se distinguer, d'être vu sur les réseaux sociaux, puis tout ça. Est-ce que vous êtes dit, parce que là, dès que j'ai pensé magazine, est-ce que vous êtes dans les aéroports ou ça, ce serait un gros contrat compliqué à aller chercher? Moi, j'imagine bien que Caribou, on a déjà essayé, mais c'est un enjeu. C'est comme dans les aéroports, ça, c'est un truc que j'entends souvent quand je parle avec même des entreprises. Il faut sortir de juste avoir juste du sirop. Il y a tellement d'autres produits qu'on pourrait avoir dans les duty-free et tout ça. J'imagine que c'est des combats qui nous dépassent. Là, ça doit être des grosses mains à les serrer, une grosse barrière. Mais c'est vrai que j'ai direct pensé à ça, ou même par défaut... faire des deals avec des compagnies aériennes, avec un Air Canada ou un Air Transat direct. Oui, on a déjà essayé, mais tu sais, c'est pas facile. Il y a des forces extérieures qui résistent même encore plus. Tu sais, la réalité aussi, c'est qu'on est 3. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, faut le dire. À un moment donné, les choses qu'on voudrait faire et les choses qu'on a le temps de faire, c'est deux. Vous êtes que 3 là? Enfin, 3, on est que 3. Est-ce que vous avez des employés ou après? On n'a pas d'employés, mais on a des personnes à compter, des contractuels permanents, réguliers qui font des demi-temps ou des choses comme ça avec 100%. Nous. On a quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, on a quelqu'un qui s'occupe des ventes publicitaires, on a quelqu'un qui nous aide à la mise en ligne des... Et du mestre, on peut-tu dire ça? Un pupitreur. Un pupitreur. Tout à la pige, tu sais. Mais bien sûr. Puis on a notre directrice artistique aussi qui fait tout le côté visuel. Fait que, tu sais, mais c'est ça, ils sont tous à la pige. Fait que nous, on est 3 pour faire tout ce qui est gestion, tu sais, toute distribution, publicité. Donc, ça... C'est ça. Nos semaines sont bien remplies. Mais, tu sais, on s'est posé la question à un moment donné, est-ce qu'on veut grossir plus? Puis... tu sais, on a décidé que non, dans le fond, parce que nous, ce qu'on aime de Caribou, c'est pas juste gérer des gens, on aime ça le faire, le magazine, on aime ça avoir les mains dedans. L'âme des journalistes là, qui reste là. Oui, c'est ça. Fait que, oui, on aime ça être entrepreneur, il y a des choses qui nous nourrissent là-dedans, mais, tu sais, on n'est pas... Je vais le parler pour moi. Moi, je ne suis pas une vraie entrepreneur. Si Caribou ferme demain matin, je ne vais pas me repartir une autre entreprise from scratch. Tu sais, il y en a là, qui ont ça dans le sang, puis que eux, c'est comme... Mais, tu sais, moi, mon entreprise, c'est Caribou. Je comprends. Puis j'ai le goût de rester là-dedans. Mais oui, on pourrait faire grossir Caribou puis avoir 10 employés, mais on a pris la décision qu'on ne voulait pas.
parce que gérer des gens, ça vient avec d'autres enjeux et d'autres défis. Puis on a encore envie d'écrire des textes, on a encore envie d'éditer les textes. Tu sais, c'est ça, on a envie de le faire encore, pas juste de gérer la patente. Fait qu'on a décidé. C'est ça. Non, mais c'est hyper intéressant, effectivement, de montrer, vous voulez encore avoir les mains dans la terre, on peut le dire comme ça. C'est l'enjeu de tous les entrepreneurs. Tu vas en recevoir plein à ton micro, là, mais que tu fasses, que tu sois producteur de produits. Tu sais, mettons, tu pars ça au début parce que tu aimes cuisiner. Tu sais, c'est ça que tu aimes faire, mais rendu à la fin, quand tu t'occupes de la distribution puis de l'approvisionnement, peut-être que tu es comme, hey, je suis loin du moment où j'étais dans mes chaudrons, tu sais, mais... Complètement. Ça reste toujours ça l'enjeu, tu sais, mais c'est ça. Il y en a qui vont à l'étape suivante, puis c'est bien parfait parce qu'il en faut. Puis nous, on est comme, nous, on est bien comme ça. Puis pour le moment, on reste là. Mais c'est super. Et justement, là, on a un petit peu parlé il y a des personnes pour le marketing et tout ça. C'est quoi votre stratégie marketing là, pour diffuser, aller chercher de l'abonnement? C'est quoi l'écosystème Caribou là, pour aller... Surtout que c'est vraiment presque un pure player. C'est un petit peu comme quand je discute avec Bernard Lavallée. Lui, c'est presque... Lui, en l'occurrence, c'est sa marque. Ouais, c'est ça. Mais là, on est quand même dans un côté média où, au final, le produit, c'est à la fois un peu les moyens qu'on utilise pour aller chercher vendre le produit. On donne du contenu, c'est du contenu. Comment ça se passe là, au niveau marketing, là, dans tout ça, là, pour aller vendre des abonnements et... grossir, se développer? On fait plein de choses. Je te dirais que, tu sais, ça reste toujours très organique, là, tu sais, comme on a personne qui a étudié en marketing et tout ça, tu sais, fait que à chaque sortie de numéro, tu sais, c'est sûr qu'on fait un effort marketing, mais je te dirais que depuis les dernières années, là, on est comme, OK, tu sais, puis on fait des promotions, puis on en parle chaque année, toute l'année. Mais c'est sûr que maintenant, on essaye vraiment plus d'avoir des campagnes. Comme là, on veut faire la promotion de l'infolette. C'est sur campagne d'abonnement. Fait que, on y va beaucoup par campagne. Encore là, comme là, cette année, on veut vraiment faire une campagne, parler de la déconnexion. Pour nous, c'est une façon quand même de faire la promotion de notre magazine, mais un peu différemment, là, tu sais, de pas juste dire acheter notre magazine, tu sais, ça, on le fait aussi de façon, tu sais, on le fait de façon, comment dire, très, très normale, là, tu sais, là, on utilisait beaucoup les réseaux sociaux pour faire des campagnes, là, on se questionne, tu sais, sur d'autres façons de rejoindre les gens. C'est sûr que l'infolette, nous, on a une infolette qu'on envoie, on a 3 infolettes par mois. C'est vraiment pour nous un outil de marketing parce qu'on peut faire la promotion de tout notre contenu, mais aussi des sorties du magazine. Donc, tu sais, même là, notre marque, nous aussi, on vient de sortir un nouveau balado qui s'appelle Plus grand que la panse. Donc, c'est tout nouveau. C'est où qu'on peut écouter ça, comme ça, pour les gens aussi qui... c'est sur toutes les plateformes. Super. C'est moi qui l'anime. Puis, dans le fond, on s'entretient avec des personnalités pour parler de nourriture. Puis, en fait, tu sais, ce qu'on mange, c'est vraiment intime. Ça nous dévoile. On en dévoile beaucoup sur nous. C'est vrai. Fait que c'est un peu ça, l'angle. Fait que, tu sais, ça, c'est pas... Tu sais, on le fait parce que ça nous tente, mais ça reste aussi un outil de marketing de faire parler la marque. Tu sais, cette année aussi, on fait beaucoup de partenariats, de visibilité avec des événements et tout ça. Ouais. Ça reste qu'on sait jamais jusqu'à quel point il y a du retour sur investissement ou sur visibilité de faire voir sa marque, mais tu sais, c'est quand même un outil marketing, les partenariats. On essaie d'être présent à plusieurs endroits, tu sais, pour faire rayonner notre marque. Donc, c'est comme augmenter notre notoriété et tout ça. Sûr. Donc, c'est vraiment une voie qu'on prend depuis les débuts, en fait. Oui, mais tu sais, on a un petit budget marketing qu'on utilisait beaucoup sur les réseaux sociaux, mais tu sais, vu qu'on n'est pas très défini de marketing, tu sais, on n'a pas personne comme au marketing qui fait juste ça. Il n'y a pas personne qui lit d'une stratégie et qui dit on va faire ça. On essaie de les faire nous-mêmes, puis les gens avec qui on travaille nous aident, mais ça reste que comment dire, on a, au cours des 10 dernières années, on a essayé des affaires. Beaucoup, on était comme, OK, on essaie ça. Ça marche-tu? Ça marche-tu pas? Fait que je te dirais que... Mais là, on essaie quand même d'être plus organisé, puis de vraiment... Puis ça, on le fait toujours, de suivre nos chiffres aussi, de dire, OK, ça a-tu de l'impact? Ah, ça n'a pas eu de l'impact. Mais encore là, il faut toujours se réinventer, puis se dire, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau pour parler du magazine autrement? Puis l'abonnement, bien, c'est quand même à chaque fois, à chaque année... Et le réflexe, c'est parti direct des médias sociaux. Dès que vous avez eu le premier numéro, vous avez dit automatiquement médias sociaux. Il y avait des autres leviers
que vous exploitiez à Non, l'époque? ça a C'est été direct? pas mal Vous avez eu le réflexe direct? Oui, puis des campagnes de relations de presse aussi. Oui, on, c'est ça, on en fait presque à chaque numéro, là, envoyer un communiqué de presse, essayer d'avoir des entrevues dans les médias. Donc, ça, c'est vraiment une avenue qu'on a toujours utilisée. On essaye plein d'affaires. Ouais. Des échanges aussi, tu sais, pour avoir, mettons, le magazine Miam, peut-être qu'un jour vous recevrez, qui est un magazine un peu comme Caribou, mais pour les enfants aussi, ben on échange la visibilité, tu sais, Puis on a un partenariat avec Le Devoir aussi depuis 5 ans maintenant. On a des textes à toutes les semaines dans le Cahier Plaisir du samedi. Donc, tu sais, ça aussi, c'est une autre porte d'entrée pour les gens qui peuvent nous découvrir par cette avenue-là. Je pense qu'il y a quand même une partie de notre lectorat qui vient du Devoir aussi. Donc, on sème des graines un peu partout. On espère que ça va germer. Incroyable, OK. Et parce que ça m'amène... Aujourd'hui, quand même, dans l'industrie, vous avez une très bonne notoriété. On dit Caribou, honnêtement, tout le monde a entendu au moins parler de Caribou. Est-ce que vous avez... Mais ce n'est pas le cas quand on part un magazine inconnu de tout le monde. Pour vous, est-ce que vous avez ressenti une année ou un moment, un déclic? Est-ce que ça a été sur un article, sur un numéro, où là, vous avez dit, OK, là, ça a explosé, entre guillemets, ça a buzzé à partir de ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après un certain moment? C'est vraiment... Mais dès le début, on a été senti tellement chanceuse, là. Ouais, on a senti un engouement. Dès le premier lancement, c'était bondé. On était à la taverne Midway sur Saint-Laurent. C'était bondé. On sentait déjà qu'il y avait beaucoup de chefs, de gens du milieu qui étaient très enthousiastes de nous voir arriver sur la scène. Ça reste c'était une petite proportion de gens, mais déjà, on avait, oh mon Dieu, on a comme besoin d'un média comme ça, puis c'est le fun. Oui, on était vraiment chanceuse parce que ça, c'est des fois, tu as du contrôle là-dessus, puis des fois, tu n'as pas de contrôle. Oui, puis nous, on était chanceuses dès le départ. Dès le premier numéro, le monde de l'industrie nous ont adoptés. Puis on avait normalement la prise dans notre premier numéro en entrevue, tu sais, quand même. Ouais, là, tu sais, on est comme parti avec la crème de la crème. Oui, c'est ça. Est-ce que c'était vos réseaux perso ou c'était juste un courriel? Un peu quand même. Moi, je travaillais oui, au Journal Métro. C'est moi qui m'occupais de la section bouffe. Moi, j'avais quand même un peu de contact dans le milieu, mais tu sais, est-ce que normal, je pense pas, là, mais... peut-être que tu avais son contact. Ouais, moi aussi, j'étais journaliste quand même en bouffe. Encore là, on avait nos anciens chums aussi étaient dans l'industrie, donc tu sais, bouche à oreille au début, un peu de quand bouche même. à oreille. Cool. Mais je pense quand même, j'ose dire que quand les gens ont eu le premier numéro, ils ont fait « Ah, wow, c'est beau, c'est de la qualité », puis ils ont fait « OK, Caribou, c'est un gage de qualité puis de contenu bien fait. » Donc après, tu sais, on a été adoptés par les gens de l'industrie, puis on est super... Incroyable. Puis les 10 ans, ça a été super comme émotif et valorisant parce qu'on s'est dit, hey, 10 ans plus tard, ces gens-là nous suivent encore, nous aiment encore. Puis ça faisait longtemps, à cause de la pandémie, qu'on n'avait pas fait d'événements ou de lancement de magazine. Puis, tu sais, il y avait 275 personnes, il y avait du monde. Fait que encore là, on est comme... Tu sais, ça reste que monsieur, madame, tout le monde ne connaît pas encore Caribou. Ça reste... je sais pas si on va réussir un jour. Tu sais, on n'est pas Ricardo nécessairement. mais les gens de l'industrie nous ont adoptés. Puis ça, je pense que c'est une de nos plus grandes fiertés quand même depuis le début de l'entreprise. Mais, tu sais, je fais un lien avec le marketing. Avant, à cause, comme tu dis, qu'on est des journalistes quand même purs et durs, on avait une pudeur de se mettre de l'avant, nous. Et maintenant, on le fait plus, puis on voit que les gens aiment ça. Bien sûr. T'sais, mais à cause de notre rigueur journalistique, on n'osait pas le faire. Mais là, à un moment donné, on s'est dit, hey, on est un peu niaiseuse, là, parce que c'est ça qui marche aussi sur les réseaux sociaux. Puis, en fait, les gens, ils aiment ça aussi, voir les coulisses. Ils aiment ça qu'on leur parle. Ils aiment ça, tu sais. Ils aiment ça nous voir, tu sais. Mais c'est comme si on n'osait pas avant. Puis, tu sais, on parlait de Bernard Lavallée. Bien, Bernard Lavallée, sa marque, c'est lui aussi. Les gens l'aiment, tu sais. Puis, nous, c'est comme si on se disait, hey, Caribou, c'est pas vraiment nous. Mais Caribou, c'est nous, tu sais. Fait que c'est toujours... Là, vous mettez de l'eau à mon moulin, parce que moi, c'est ce que je dis quand j'accompagne n'importe quel client, c'est l'humain. Et ce sera toujours l'humain. Qu'est-ce qui différencie... ce matin, je donnais une formation, mais justement, dans l'industrie. Je leur dis, qu'est-ce qui va différencier une bleuetière des 200 autres bleuetières?
vous. C'est l'histoire derrière. C'est l'histoire derrière, et encore plus dans un contexte, bon là, on parlait d'agrotourisme, encore plus, la personne, elle veut aller voir le gars, la personne qui va être là, parce que pour elle, et en fait, ça a presque toujours été le cas, et même maintenant, on le voit même dans les géants de ce monde. Avant, on parlait d'Amazon, maintenant on parle de Jeff Bezos, on parle de Tesla, on parle d'Elon Musk. Les gens veulent voir l'humain derrière et comprendre que c'est humain, en fait, derrière, il y a des humains, et c'est encore plus vrai dans cette industrie où c'est une industrie profondément humaine, donc de se mettre en avant, je comprends, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté-là un petit peu... Je vais pas dire élitiste, mais ce côté en mode, c'est le texte qui doit parler pour moi. Un peu, je sais qu'il y a ce truc-là un peu avec les journalistes où c'est mes mots qui doivent parler plus que ma face, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même on le voit, et qui on connecte et qui on prend du plaisir, on va regarder, par exemple, on va être fan de Brad Pitt ou autre, parce qu'on a vu son image, donc on a l'impression de franchir un lien de confiance avec lui, et ça fait une énorme différence dans le marketing, et donc... par défaut dans la vente. Quoi, on vient de l'école, nous, qu'un journaliste, ça donne pas son opinion. Un journaliste, c'est effacé, puis que c'est le sujet qui est important, puis qui doit être impartial, etc. Mais tu sais, à un moment donné, on s'est dit, regarde, on n'est plus journaliste, là, je veux dire. Exact. Non, mais tu sais, on l'est, mais on est entrepreneur. Exact. Tu sais, à un moment donné, tu sais, on fait pas de journalisme pour d'autres que nous. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné aussi, c'est notre couleur. Donc, puis tu sais, mais en même temps, ce côté-là, journaliste, entre guillemets, c'est ce qui fait la force de Caribou aussi, parce que, tu sais, notre crédibilité, la qualité de nos contenus, la rigueur, c'est parce que aussi, on est journaliste, puis qu'on a une éthique de travail, puis on souhaite faire les choses de la bonne façon. Donc, tu sais, c'est comme ça, Caribou, c'est ça aussi, tu sais, c'est le côté journalistique de ses fondatrices qui fait en sorte que ça a cette qualité-là, pardonnez-moi. Bien sûr. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais donc, c'est pas un sujet en particulier qui a fait basculer. C'est vraiment une adoption, on va dire, globale, qui a eu un momentum une fois de plus, et que toute l'industrie, petit à petit, s'est mise à adopter. Moi, je pensais qu'il allait avoir... OK, on a abordé un sujet en 2017 et après, bam. Donc, c'est pas ça, au final, c'est hyper intéressant. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui nous ont connus après, bien sûr, avec certains articles qu'on a partagés qui ont eu plus d'écho que d'autres. Fait que ça, c'est sûr. Mais tu sais... Il n'y a pas eu un historique, on va dire, qui est encadré dans les bureaux où vous dites, là, c'était le avant, là, c'était le après. Non. OK, parce que des fois, dans les médias, c'est ça. C'est vraiment le premier numéro, là, les gens ont aimé le cover, les gens, ils ont aimé ça. Comme tu dis, ils l'attendaient. Il y avait un manque, puis tu sais, c'est ça aussi, des fois, l'entrepreneuriat, il y a vous avez comblé, besoin. Ouais, c'est ça, vous avez comblé le compte de la bonne façon, fait que les gens sont contents. Puis, tu sais, depuis, là, il y a plein d'autres médias aussi en agroalimentaire, mais tu sais, je pense qu'on se complète aussi. Tu sais, si on pense à Tastet, qui est super, qui a un super beau succès, mais eux, c'est vraiment plus les restaurants, tu sais. Fait que, tu sais, on se complète aussi, puis tu sais, tout ça crée un écosystème. Puis, tu sais, c'est un bel écosystème, l'agroalimentaire, la restauration au Québec. C'est des gens de passion, tu sais, on en connaît beaucoup. C'est des gens qu'on aime d'amour. Tu sais, c'est du... Tu sais, quand tu travailles dans la bouffe puis dans l'accueil, tu sais, à la base, t'aimes quand même le monde, là, tu sais. Fait que c'est vraiment une belle industrie dans laquelle évoluer aussi, là. Puis, tu sais, c'est le fun. J'ose espérer que tous ces gens-là voient qu'on les respecte puis qu'on a à cœur leur... Tu sais, qu'on est fiers de ce qu'ils font puis qu'on a envie de parler d'eux. Donc, ça se reflète dans... Je sais pas, j'ai comme l'impression qu'ils sentent que c'est authentique ce qu'on propose. Et surtout, par la mission, c'est quoi de plus belle mission de faire rayonner ceux qui permettent qu'on mange quand même, qui est un des trucs de base. Et effectivement, je pense qu'il n'y a pas de concurrence, encore moins dans cette industrie. Mais moi aussi, en tant que créateur de contenu, je fais des reviews de resto, on teste des produits. Et même nous, on n'est pas les mêmes qu'un autre créateur. Et encore que, par exemple... Tastet, elle va parler de restaurant. Moi, je trouve qu'on est à des années-lumière et on est à des années-lumière aussi d'un critique resto. C'est des fois ce qu'on dit aux gens dans les commentaires, ils disent que nous, on aime. On fait des reviews de resto, nous, ce qu'on aime, mais on n'est personne. En effet, on crée du contenu. Oui, on a une belle audience maintenant. Mais si vous voulez chercher un truc en particulier, à la limite, allez voir des sujets de fond. Nous, c'est des formats moins d'1 minute. C'est moins d'1 minute. Après, on est juste là pour combler une partie de cette industrie-là. Nous, on montre ce qu'on aime pour faire... aussi aider, encourager, parce qu'on avait eu le déclic on mange bien à Montréal, on veut partager quand ça nous plaît, donc on va le mettre en avant, mais il y a de la place pour tout le monde, et on le voit effectivement d'année après année, que ce soit dans les créateurs de contenu, dans les médias, dans les blogs, il y a de plus en plus de foodies au Québec, et tant mieux, au contraire, ça permet d'encore plus faire rayonner tout ce bel écosystème, donc
Ok, hyper intéressant. Et j'aurais vraiment cru qu'il allait avoir un déclic sur un article et tout ça. Donc, c'est hyper intéressant de discuter, de voir que ça a été vraiment plus une croissance stable et vraiment s'installer petit à petit dans cette industrie-là. Et donc, il y a une question qui me vient, c'est une question au niveau du défi. Ça a été quoi, à date, le plus gros obstacle que vous ayez surmonté avec Caribou? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a plusieurs? En tant que média indépendant, notamment? Je dirais pas un, mais je pense que c'est de durer. C'est ça le plus gros défi, donc il est toujours constant. C'est de durer malgré l'augmentation du prix du papier, malgré que les annonceurs sont pas toujours présents à chaque numéro. Malgré qu'on n'a pas d'aide du gouvernement provincial, qu'on n'en a jamais eu, c'est toujours des... Fait que le défi, c'est de continuer malgré... continuer, ouais. Tout. Malgré, on sent que ça vient du cœur, là, tout. Oui, c'est ça. Comme tu disais, si on décide de continuer, c'est parce qu'on y croit, mais tu sais, c'est toujours... Puis tu sais, à chaque numéro, c'est un peu à recommencer aussi, là, tu sais. À chaque fois, il faut le financer, chaque numéro, il faut le vendre, il faut le promouvoir. Fait que tu sais, c'est vraiment de dire, OK, à chaque fois, on est là, on continue, on est motivé. Fait que c'est plus ça, mais... L'insécurité financière, puis le manque, comment dire, le manque de jus de bras, un peu, des fois, c'est ça, les défis principaux, là. Mais, tu sais, on s'en sort, on s'en tire, on est saine d'esprit, puis on aime ce qu'on fait malgré tout, mais, tu sais, c'est quand même le défi principal, je pense. Oui, puis je pense encore là de tout entrepreneur, mais je pense qu'on avait un peu le rêve de se dire, hey, à un moment donné, on va s'asseoir, pas qu'on va se croiser les bras, mais tu sais, hey, on va s'asseoir sur... on va avoir un acquis ou quelque chose. Puis là, on va juste pouvoir surfer là-dessus, mais non. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours, mais je pense que chaque entrepreneur aussi, après ça, tu sais, je veux dire, le monde change et tout ça. Mais ouais, mais... Tu sais, mais le défi où je pense, je pourrais le dire, le déclic aussi, c'est quand même à un moment donné aussi, tu sais, ça doit faire plus 7-8 ans, tu sais, de vraiment se faire confiance aussi, tu sais, ça a été, je te dirais que c'est plus comme un déclic de dire, hey, OK, là, nous, justement, on était 6, là, on est rendu 3, mais à 3, on est capable, tu sais, comme on est capable de gérer la business, on est capable de... Fait que, à un moment donné, on s'est fait un petit peu plus confiance. Puis ça, je pense que ça a été déterminant, en fait, pour comme nous propulser un petit peu plus avec Caribou. Puis malheureusement, je pense que les femmes, des fois, en entrepreneuriat, on se fait moins confiance, on est moins... Syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, mais là, on est comme, OK, tu sais, mais il faut quand même se le répéter. Non, non, tu sais, comme... On est capable, tu sais, puis... Ben oui, ça fait 10 ans. Ça, toi, tu nous dis, hey, Caribou, tu as commencé le balado en disant, hey, non, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose Caribou, mais tu sais, tu as vu notre réaction, mais là. Ben oui, mais c'est vrai que c'est important de le dire, parce que des fois, on n'ose pas dire les choses. Mais tu sais, on a peut-être encore même de la misère à accepter ça, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, ça, c'en est un défi de dire, hey, non, OK, tu sais, oui, là, tu sais. On est bonne. On est bonne. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, mais je pense que ça, c'est ça. C'est plein de choses qui font que... un ensemble de défis, on va dire, quotidiens. Ouais. Et toujours dans les défis, j'ai une autre question. C'est vrai qu'on est à l'ère du contenu où il y a de plus en plus de contenu gratuit. Comment vous mettez la limite entre la frontière? C'est toujours l'enjeu quand on vend, on va dire, de l'information ou qu'on vend du reportage, que ce soit dans l'alimentaire ou tout. C'est comment vous séparez. Ça, c'est du contenu payant, entre guillemets, parce qu'à la fois, il faut du contenu gratuit pour amener vers le contenu payant. Est-ce que c'est un défi, ça aussi? C'est une très bonne question qu'on s'est posée dernièrement en se disant, je pense qu'on offre trop de bons contenus gratuits et ça nous nuit. Mais tu sais, mais dans le sens que notre site web, on l'alimente à toutes les semaines, on offre, tu sais, nos réseaux sociaux sont, tous les jours, on a des nouvelles publications, des infolettes vraiment pertinentes, maintenant un balado, tout ça, tu sais, on offre ça gratuitement. Et là, on s'est dit, hey, mais les gens, dans le temps qu'ils ont à consacrer à la lecture d'un média ou, tu sais, de la lecture à consommer du contenu là-dessus, on les compte beaucoup, là, tu sais. Donc, on est comme, on se tire-tu dans le pied à un moment donné? On s'est posé la question, donc on est en réflexion là-dessus sur qu'est-ce qu'on doit, tu sais, où est-ce qu'on doit mettre notre limite, justement.
Puis, tu sais, on essaie des affaires de dire, hey, on donne une partie de l'article pour... Puis après, si tu veux lire l'article, va t'abonner pour avoir ton magazine. Mais, tu sais... C'est toutes des choses que le monde... sait pas si ça fonctionne. C'est ça, tu sais. Est-ce que toi, tu cliquerais-tu? Moi, j'ai beaucoup. Moi, je sais pas si je suis le bon exemple, mais j'avoue que ça me crée de la frustration quand je vois un média qui fait ça parce que je me dis, donne-moi rien à la limite. OK, ben tu vois, on se pose la question. Là, on essaie des affaires. Mais c'est vrai que c'est une pratique qu'on voit beaucoup dans les médias en ligne, mais je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, personnellement, c'est vrai que des fois, je commence à lire, je fais ouais. Et après, des fois que ça bloque, là, ben, je sais pas si c'est comme ça sur Caribou, mais c'est vrai que abonne-toi. Et là, je me dis, j'aurais préféré qu'on me le dise direct à la limite. Parce que là, après, ça me crée un sentiment négatif alors qu'à base, j'ai pas de sentiment. Et je me dis, pourquoi on me dit pas directement que mettez-moi le titre à la limite et dites-moi que c'est payant. Et je vais peut-être aller juste au titre s'il est bien clickbait. Ou quoi. Ça va me donner envie d'aller le. Mais c'est vrai que c'est un enjeu. C'est pour ça que je pose cette question dans le contenu. Bien, on est habitué que le contenu soit gratuit, mais le monde, ils comprennent pas. C'est encore ça là. coûte de l'argent produire du contenu. C'est cela. Tu sais, encore là, c'est comme produire de la bouffe. Là. Tout le travail qu'il y a derrière, c'est pour l'article. Il va y avoir quelqu'un qui va avoir fait une entrevue, qui va l'avoir écrit. Il y a quelqu'un qui va l'avoir mis en ligne. Il y a quelqu'un qui va l'avoir révisé, édité. Puis là, on te donne tout ça gratuit. Mais tu sais, je suis la première aussi à avoir du contenu gratuit et à en consommer. Mais ça, puis ça, c'est pas aujourd'hui qu'on va trouver la solution à ça. Mais c'est sûr que c'est un enjeu pour nous. Puis c'est pour ça qu'on veut essayer de valoriser le magazine comme un moment différent où là, t'es assis, tu lis ton magazine. Comme quand on lit un livre. Oui, c'est ça. C'est la même expérience là, de lecture. Oui, c'est clair. Et est-ce que l'IA, justement, vous sentez que ça a amené du négatif ou comment vous le voyez par rapport à ça, l'intelligence artificielle? On a fait du déni un peu là-dessus, là, mais pour l'instant, je pense pas que l'IA est déjà dans nos... On s'entretient avec des personnes, on fait des entrevues avec on fait des reportages de fond. Je pense pas que l'intelligence artificielle peut faire ça encore. Non. Là. Elle peut, mais ce serait faux dans les faits. Ça serait faux, puis je sais pas où... Faut que ça existe quelque part. Là. Comme dans notre prochain numéro, on fait une entrevue avec un livreur de restaurant, je veux dire, que personne n'a jamais interviewé. Là. Je veux dire, l'IA trouverait pas... C'est qui cette personne-là? On fait encore des choses que l'IA pourra pas faire. Puis on engage encore des photographes qui font des vraies photos avec des vrais humains. C'est encore ça qu'on veut faire. On verra comment ça évolue. On suit ça quand même, mais pour l'instant, on croit encore à l'intelligence naturelle. De toute façon, c'est ce que je dis souvent. Moi, je parle dans les médias sociaux. Je dis le meilleur moyen de se battre contre l'intelligence artificielle, c'est d'être profondément humain. Parce que ça, on ne peut pas reproduire au final. Encore moins, vous qui êtes journaliste, pense que vous le voyez quand vous lisez un texte IA, il manque une âme, il manque une... Comme on dit, c'est pour ça que... Bon, après, ça, c'est un autre sujet, mais moi, j'ai toujours été, on va dire, très partagé sur le journalisme. Pour moi, ça n'existe pas. Dans les faits, relater des faits, il n'y a qu'une personnalité. C'est toujours engagé, qu'on le veuille ou non, même si on s'entend. Mais et c'est ce qui est beau aussi, je trouve. On reconnaît la patte d'un journaliste. Donc, c'est pas neutre. Au contraire, je trouve que ça n'a jamais été neutre, même quand on traite de l'info politique. Moi qui voyageais beaucoup, quand je vais dans un pays, l'info n'est pas traitée de la même manière. Donc, c'est souvent de la com autre chose, même si on veut faire au mieux. Mais je trouve que c'est la meilleure barrière contre l'intelligence artificielle, parce que des fois, on lit un texte, un article. Moi, je sais que quand je tombe sur un article de blog, il est bien référencé. Je me dis, ça, c'est de l'intelligence artificielle. Je ne reconnais pas le style, ou alors des fois, il n'y a pas d'humain derrière. Alors que des fois, ce qu'on aime bien dans un billet, c'est que des fois, on sent, juste on va lire un billet qui n'a pas rapport avec un sujet, mais on va cerner un peu la personne. On va dire, OK, je pense savoir à qui j'ai affaire des fois. On sent que la personne était là pour vrai. C'est ça, l'atmosphère. Complètement. Ça peut être un bon outil pour des recherches, pour en amont préparer des articles. Oui, absolument, mais pour écrire, là, non, on n'est pas là, je pense. J'espère. Ça allait être ma prochaine question, c'est comment vous voyez l'évolution de Caribou dans les 10 prochaines années, là, dans le futur? La question qui tue. Ouais. Ça peut être je sais pas aussi. De toute façon, la vraie réponse, c'est toujours 10 ans, c'est ça. Là, on vient fêter nos 10 ans. C'est pour ça que j'ai dit ça. 10 ans. Mais tu sais, à court terme, on veut encore faire le magazine. Un peu envers et contre toutes et tous, comme on a dit. Je pense qu'on va devoir
c'est ça, évoluer quand même avec ce que les gens veulent, tu sais, aussi par rapport à un magazine, par rapport à du contenu. On le fait déjà, mais je pense qu'on veut continuer à le faire. Puis, est-ce que, justement, les conditions politiques vont faire que l'autonomie alimentaire va être encore plus forte puis qu'on va encore avoir plus besoin de caribou? Ben ça, je le souhaite. On le que souhaite ça tous, va ouais, c'est arriver, je le sais pas, mais on sera là pour en témoigner. Moi, j'ai encore une petite flamme là, qui brûle pour essayer de militer pour redonner ces lettres de noblesse au magazine. J'ai encore ça qui brûle en moi, puis j'ai envie de rappeler aux gens que c'est le fun, puis de travailler sur divers fronts pour promouvoir ce message-là. Donc, je pense qu'on a encore une place. Ben oui, moi je pense aussi profondément qui vient des médias sociaux, je me vois pas demain un monde sans magazine. Enfin, je n'imagine pas. Je pense qu'évidemment qu'il va avoir ça s'écrème d'année après année, comme on va dire dans les émissions de télé et tout ça, on voit que les budgets fondent, mais je pense pas que ça peut disparaître, ça me paraîtrait fou. Sinon, ce serait quoi? Il y aurait juste des créateurs de contenu. En étant un moi-même, j'ai pas l'impression que je remplis la job d'un magazine. C'est pas les mêmes métiers. Puis avec tout ce qui se passe présentement, tu sais, avec les réseaux sociaux, les algorithmes, tout ça, tu sais, il y a quelque chose qui va s'essouffler aussi. Il y a de plus en plus de gens qui sont fatigués aussi, qui ont le cerveau fatigué de toute cette stimulation numérique. Tu sais, il va y avoir un retour du balancier, je pense. J'espère. J'y crois. Ouais. Je crois moins à ça. Ouais. Pour moi, je vois les tendances, c'est de plus en plus. C'est là qu'on regarde les statistiques au niveau mondial. Je pense que ça va être différent. J'ai l'impression. Je pense qu'on va se rendre avec les casques et tout ça. Un équilibre, je pense. Une hygiène numérique, je pense. Je pense que c'est plus il y a une éducation à faire. On a appris à marcher. Peut-être qu'à terme, on va apprendre parce que nous qui avons connu cette transition, ben, nous, on n'est pas équipés. Et je pense que là, les gens ne sont pas encore équipés. Mais j'ai l'impression que ça va plus être un sujet sociétal. Pour l'instant, on oublie. Moi, je sens que forcément, mon taux d'attention en 10 ans, il a vraiment bougé. On se bat contre ça, là, des gens qui ont de plus en plus de difficultés à lire des textes de plus de 80 caractères. Là, tu sais, je veux dire, c'est rendu quand même un enjeu. On n'est plus capable de lire un texte de 3 pages sans regarder notre téléphone. Ou, tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'on se calme. Je pense que ça va être un enjeu de santé publique. Absolument. Ça l'est déjà, mais je veux dire, ça va être traité, j'ai l'impression, parce que sinon... C'est vrai qu'on voit que le taux d'attention sur Internet, il diminue d'année après année. C'est vrai que ça fait peur quand on regarde. On se dit, c'est quoi l'avenir? Mais à la fois, c'est vrai qu'on est tous accros malgré tout à ces plateformes. Mais tu sais, on disait il y a des années, des décennies, tu sais, la télé va arriver, la radio va disparaître. Ce n'est pas arrivé. C'est ça, c'est pour ça. Exact. Bon, les journaux vont disparaître. Oui, il y a la presse qui est plus en papier, mais tu sais, il y en a encore des journaux papier. Donc, moi, je pense quand même que ça va rester. Il y en aura peut-être moins. Complètement. Mais, je veux dire, c'est un média comme un autre. Donc, puis, tu sais, c'est un... Comment dire? C'est unique. Donc, moi, je pense que ça va encore rester. Dans quelle forme ça reste? Ça va prendre des réflexions plus grandes que nous aussi, là, comme ce qu'on voit aussi dans le milieu culturel, les subventions qui diminuent, tout ça. C'est quoi la place que ça doit prendre dans nos vies et dans nos sociétés comme objet culturel? C'est plus important que juste Caribou, je pense. Oui, non, c'est clair. C'est des réflexions qu'on devra avoir comme société. Hyper intéressant. Là, on est un peu dans la dernière partie du balado. Il y a une séquence qui s'appelle Entrée, plat, dessert. C'est 3 questions très directes. Souvent, je dis c'est des questions un peu plus spicy, mais vraiment pas tant du tout. Là, la entrée, par exemple, c'est est-ce qu'il y a un sujet que vous rêvez d'aborder, mais que vous n'avez jamais osé par rapport à des problèmes, ou alors vous avez dit politiquement parlant, on va peut-être avoir des problèmes, ou alors... Là, on ne peut pas mettre ça, mais on aimerait dire ça. Ça, c'est le coup de gueule qu'on aimerait mettre. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes mis, on va dire, une autocensure, entre guillemets, parce que vous vous êtes dit, non, mais là, on ne veut pas gérer ce qu'il y aura après ça? C'est une bonne question. Surtout qu'en plus, je sens que des fois, au fond de vous, là, vous avez des revendications. C'est pour ça que je pose les questions. Je me dis, elle est encore plus légitime que quand je l'ai préparée. Moi, je peux penser à quelque chose qu'on a décidé de ne pas aborder dans le premier numéro.
je suis à l'aise d'en parler parce que ça fait 10 ans. Dans le premier numéro, on a fait un article sur les distilleries qui étaient toutes nouvelles au Québec. Et il y avait la question qu'on connaît très bien aujourd'hui qui était de dire, la plupart des gens qui font de l'alcool, du gin, achètent de l'alcool neutre de l'Ontario, l'aromatisent, mais écrivent sur leur étiquette « Produit du Québec ». OK. Mais là, nous, notre angle d'article, c'était vraiment de dire, pendant des années, il y avait 2 distilleries. Là, il y en a 5. Il y a quelque chose qui se passait avec les distilleries. Puis je me souviens, le journaliste m'avait appelé quand il était tombé un peu de sa chaise. Puis là, je me souviens qu'on avait dit, OK, mais c'est pas ça le but de l'article. Mais je me souviens que ça m'était resté en tête de dire, OK, on aurait-tu dû changer l'article? Mais tu sais, ça se voulait un article pour dire, il y a une industrie qui se développe, mais il y a quand même ce genre de pas secret, là, mais il y avait quand même ça. Puis il y avait certains producteurs qui jouaient un peu là-dessus. Maintenant, c'est beaucoup plus réglementé. Tu as produit au Québec, tu as produit du grain à la bouteille, mais avant, ça n'allait pas. Puis ça, je me souviens qu'on s'était dit, on y va-tu ou on n'y va pas? Puis on était resté avec notre angle de départ. Mais, fait que c'est ça, ça va être ça, mon exemple. Non, mais c'est hyper intéressant. Tu vois, ça a sorti quelque chose. Est-ce que tu as un point particulier qui est en tête? Moi, c'est pas tant quelque chose... C'est pas lié à une censure ou quoi que ce soit, mais c'est plus un désir que j'ai pas encore assouvi. Ça serait de... Moi, j'aimerais vraiment ça m'asseoir longtemps avec le ministre de l'Agriculture, puis vraiment faire une entrevue sans langue de bois. Ouais, c'est ça, exact. Avec, tu sais, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas bien là, dans le monde agroalimentaire, là, puis j'aimerais ça en discuter avec lui. Puis vraiment, ce serait tellement intéressant à regarder, je pense, ou à lire. Mais est-ce qu'il voudrait? C'est toujours ça. Il faut avoir il y a des gros lobbies dans l'agroalimentaire. Il y a des très gros lobbies dans la pêche. Il y a des forces extérieures énormes, Fait que c'est sûr que oui, on peut nous les adresser, mais c'est pas nous qui va faire que ça va être facile, l'approvisionnement des produits du fleuve Saint-Laurent demain matin. Là, mais ça ferait un beau contenu, en tout cas. Ouais. Je pense que, pour faire encore plus exploser les abonnements, là, je pense qu'on y est, là. Monsieur Lamontagne, l'invitation est lancée. Exact, c'est ça. Non, mais très, très légitime, en plus, honnêtement, de pouvoir aborder ce truc-là. Je trouve ça hyper intéressant. Et de plus en plus, je vois pas ça comme quelque chose d'impossible. Non. Enfin, j'ai en tête des trucs... On n'a pas essayé tant que ça, là, cela dit. Là. Donc, mais je le vois pas, on va dire, fou et impossible. Là, moi, j'ai l'exemple, là, parce qu'on est en plein dedans. Là, j'ai vu notamment le président français avec Trump, et il y a un journaliste qui s'est vraiment... Un petit gars, là, il s'appelle Hugo Décrypte, et il a révolutionné la manière dont on consomme le contenu. Et il avait réussi à décrocher une entrevue sans filtre avec Emmanuel Macron. Il lui posait des questions que des journalistes n'avaient jamais osé lui poser. On sentait à des moments qu'il était déstabilisé. Et ça a fait sortir des trucs super bons au final. Et ça a permis aussi de comprendre des réalités aussi. Les deux ont forcément des choses à dire. Mais moi, je serais hyper... je paierais, là, tu vois, directement. Il n'y a même pas besoin de me mettre un petit bandeau en plein milieu, là. Tu me dis ça, je pense si que ça se concrétise, on t'enverra une tu m'envoies un lien de paiement direct et c'est parti. Et au niveau du plat, la question, c'est si vous pouviez changer une chose dans la façon dont les Québécois perçoivent leur alimentation. Qu'est-ce que ce serait? Ça pouvait être une seule chose. Je l'ai dit un peu tantôt, mais c'est de percevoir leur alimentation comme juste une dépense de plus dans leur budget, mais vraiment de le voir comme un investissement même. Ce qui est le cas dans les faits. C'est ça, oui. C'est clairement... En Asie, c'est aussi comme ça que c'est perçu. C'est souvent, nous, on répare quand quelque chose est brisé au niveau de la santé. En Asie, il y a plus, on anticipe les dépenses de santé, mais peut-être que même si on brasse les budgets au global, on pourrait peut-être voir que si on consommait peut-être mieux, différemment, peut-être qu'il y aurait un autre poste qui serait plus doux, on va dire. De s'intéresser à ce qu'ils mettent dans leur panier. Conscientiser, Hey, tu mets ça dans ton corps après, là. Imagine, c'est pas juste tu le mets dans ton panier, après tu le mets dans ton corps. Fait que c'est quelque chose, là, quand mettons que t'es dans la conscience. Puis des fois, je me dis, tu sais, avant, là, le Québec est très, très chrétien, tu sais, on prenait le temps à table de faire merci à Jésus, là, merci à Dieu, mais tu sais, pourquoi on fait pas genre merci aux gens, tu sais, prendre 2 minutes pour penser aux gens qui ont fait tout ce qu'on a dans notre assiette. Tu sais, juste on était un peu plus conscient de ça, ça changerait vraiment beaucoup de choses dans ce qu'on choisirait de mettre dans notre panier et dans notre corps. Complètement. C'est pas...
on pense pas que c'est réaliste de connaître tout le monde qui nous nourrit. Mais non. Puis tout ça, c'est pas ça la question. Mais mettons, là, quand tu sais, nous, on a la chance des fois de rencontrer des gens, par exemple, des vignerons. Puis là, après ça, tu bois le vin, puis là, tu as eu une... Tu sais, tu connais la personne qui l'a fait, puis il est vraiment meilleur. Puis t'as pas envie de le gaspiller. C'est clair, puis bien t'as sûr. pas envie, tu sais, quand tu sais que cette personne-là, comment elle l'a fait, puis qu'est-ce qu'elle a investi comme temps, puis comme énergie, puis comme passion pour faire ce qui se retrouve dans ton verre ou dans ton assiette, après ça, t'as pas envie de le gaspiller ou de le jeter, ou de, tu sais, t'as envie de le manger jusqu'à la fin, puis de le Faire valoriser. honneur, ouais, c'est ça. Ouais, fait que tu sais, c'est comme percevoir ton alimentation différemment. Hyper intéressant. Et la dernière question, c'est la même pour tout le monde à chaque fois, c'est si vous pouviez voler une idée marketing ou un aspect du marketing d'une marque, laquelle ce serait? D'une marque ou marketing entier ou seulement, par exemple, Chef Oli qu'on a reçu, il a dit, moi, ce serait Ricardo, le marketing de Ricardo, par exemple. Distillerie Trois-Lacs, ils ont dit, nous, Boréal, on adore ce que Boréal font. Ça peut être au Québec ou ailleurs, d'ailleurs, mais un truc où chaque fois, vous vous dites, ça, c'est fort. C'est fort. Ouais. Hey, mais moi, j'ai une idée, je trouve, puis c'est un magazine aussi, puis en fait, c'est le magazine de Onopole, de la compagnie d'importation de vin Onopole, qui fait un magazine qui s'appelle Vivant, qui parle de vignerons et de bouffe. Et je trouve qu'ils ont vraiment un beau marketing dans leur façon de promouvoir leur magazine, mais aussi, tu sais, ils font beaucoup de vidéos avec beaucoup d'entrevues aussi, où oui, on parle du vin, mais on parle aussi de l'humain, puis on s'assoit avec l'humain. Je trouve vraiment qu'ils ont une super belle... puis en fait, je sais que je peux même la nommer, là, c'est Émilie Villeneuve qui s'occupe beaucoup de ce contenu-là, donc je trouve vraiment qu'elle fait une belle job. Donc, je veux pas lui voler ses idées, mais je trouve qu'elle est vraiment bonne. Puis que des fois, même pour présenter le magazine, tu sais... Ça nous inspire. Oui, ça nous inspire. Ce qu'ils font, c'est... Puis ça reste du contenu, vraiment basé sur le contenu, mais du marketing, mais vraiment basé sur le contenu. Non, mais c'est hyper intéressant. Ouais. C'est aussi le but de cette question-là, c'est aussi de montrer que cassons ces limites de concurrence et tout ça, on est tous inspirés par quelque chose, ça c'est la réalité du terrain. Donc de redonner aussi, de dire ça on trouve qu'ils font ça super bien, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as quelque chose de différent? Moi j'ai pensé tout de suite à Marie-Lou de 3 fois par jour. J'y ai pensé aussi. Je trouve que il y a quelque chose dans sa manière de parler au monde qui est tellement vrai. Puis tu vois les commentaires en dessous de ses publications, là, ça n'a pas de bon sens comment il y a c'est des centaines et des centaines de commentaires, de likes. Elle touche vraiment les gens. Fait que ça, je sais pas exactement. Je pense qu'elle fait ça parce qu'elle-même, puis qu'elle... Mais... On sent que c'est elle qui nous parle. Fait que je pense que c'est ça qui marche beaucoup. Mais oui, c'est vrai que ça marche. Ça marche. Ouais. Mais moi, je serais pas capable, moi, de faire ça parce que c'est pas dans ma personnalité, mais elle le fait très bien, puis elle va clairement toucher les gens. OK, super. Peut-être qu'on la recevra un jour dans ce balado. On lance l'invitation à notre tour. Hein. C'est ça. Mais super. Là, on arrive à la fin. Est-ce que pour terminer, il y a quelque chose que vous voulez partager ou dire aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent? Sur quoi vous avez envie de terminer ce balado? Moi, je pense que, justement, on est dans un truc de marketing, donc je vais vendre Caribou, je vais dire aux gens, mettons, là, on vous a parlé de dire, hey, c'est le fun de recevoir un magazine et tout ça, abonnez-vous au magazine ou abonnez quelqu'un, ça fait un super beau cadeau aussi, vous savez pas quoi donner à vos parents ou à vos amis. Abonnez-vous à un magazine pour voir si vous allez retrouver votre cœur d'enfant quand vous allez recevoir votre magazine par la poste. C'est le plus simple pour s'abonner. Cariboumag.com. Très simple. Cariboumag.com et les gens pourront s'abonner directement. Absolument. Parfait. On est dans un balado qui parle de bouffe. Donc, je dirais, si vous aimez la bouffe et les balados, le balado Plus grand que la panse sur toutes les plateformes, le nouveau balado de Caribou. On a une première saison déjà de diffuser. Donc, allez parfait. Ça. Sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, sur toutes les plateformes. Exactement. Puis nos 5 premiers invités, on a Guillaume Lambert, Hélène Bourgeois-Leclerc, Bernard Lavallée, on a Emmanuel Bilodeau et Élise Marquis. Excellent. Donc, 5 super conversations. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce que vous avez donné dans ce balado. Et bonne journée, bonne soirée à ceux qui écoutent, qui regardent. Et on se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode.
Merci. Merci d'avoir écouté, regardé cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, petite surprise pour vous, vous avez moins 10% sur les services de la Grappe en disant que vous venez de la part de Mangeons Marketing. Et si vous avez aimé, vous pouvez laisser tout simplement un commentaire, un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire si vous regardez ça sur YouTube. Ça m'a fait vraiment plaisir et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.